Ok. Euh, je crois qu'on peut commencer. Il est 8 heures. Bonjour à toutes, bonjour à tous, à ceux qui sont dans la salle et à ceux qui sont en ligne. Très heureux de vous retrouver. Je vois qu'il y a encore d'autres personnes qui sont en train de se joindre à nous. Peut-être attendre juste une minute avant de commencer. Ok, fine. Je crois qu'on va commencer. Une fois encore, bonjour à tous et bonne arrivée à ce webinaire qui va porter sur le thème vont-ils l'adopter? euh, Application des expérimentations de choix discrets pour élucider les préférences des populations cibles et adapter les interventions politiques pour la diffusion de technologies. C'est un webinaire qui nous est gracieusement offert par le programme Voici de Trois Yeux que j'aurai l'honneur de présenter. Moi, c'est Julien Lecosso. Je suis spécialiste en évaluation auprès de Trois Yeux. La présentation va sur le plan que vous voyez sur mon écran. Je vais commencer par une mise en situation. Il s'agit là d'une histoire imaginaire qui va, je l'espère, nous plonger dans le vif du sujet, vous montrer un contexte dans lequel euh, la méthode dont nous voulons parler serait très utile. Je vais enchaîner avec une discussion sur l'importance d'élucider les préférences de la population cible. Je vais continuer en vous présentant quelques statistiques de l'utilisation de cette méthode au cours des 10 dernières années. Ensemble, certainement, nous allons faire quelques constats et tirer des leçons. Et ensuite, je vais parler des étapes de la conception et de la mise en œuvre de cette étude. Et je précise que cette présentation n'est pas conçue pour être technique, c'est adapté à tout type de public. Donc, on n'ira pas dans les détails mathématiques ou des théories trop approfondies, mais juste les grandes étapes à suivre si quelqu'un est intéressé à faire une telle étude. Ensuite, au point 5, je vais présenter une étude de cas qui va porter sur les investissements dans les énergies renouvelables au Ghana, une étude réalisée par Mané en 2021. Je vais ensuite parler des défis et des considérations éthiques à prendre en compte lorsqu'on s'intéresse à cette méthode. Et je vais finir par ce qu'il faut retenir de ce webinaire. Alors, si ça convient à tout le monde, on va y aller. Il me plaît au début de brièvement euh, préciser ce que c'est que le programme Voici. Le programme Voici, je l'ai dit tantôt, c'est un programme de 3 yeux. 3 yeux, c'est International Initiative for Impact Evaluation, donc initiative internationale d'évaluation d'impact, qui a ce programme spécialement dédié aux pays de l'UEMOA, donc aux pays francophones. Et la vision du programme, c'est de contribuer à un environnement politique ouest-africain dans lequel les dirigeants s'appuient sur des données probantes et ils éclairent leurs décisions par des recherches rigoureuses qui sont complétées par une communauté d'évaluation régionale, laquelle aussi contribue à la base de données probantes. Et donc, pour atteindre cette vision, le programme s'appuie sur trois axes. Le premier axe, c'est ce qui est appelé le WASI Helpdesk. Il s'agit donc de mettre à disposition de tous ceux qui en ont besoin, décideurs politiques et autres, des données probantes qui pourraient exploiter pour prendre de bonnes décisions. Deuxième axe, il s'agit donc d'appui à la génération de preuves. Il peut s'agir d'études d'évaluation d'impact, d'évaluation de processus, ou toute autre étude dont vous aurez besoin. Et troisième axe, c'est le renforcement de capacité des chercheurs au niveau de l'UEMOA. Et donc, à travers ces différents axes, le programme essaie d'appuyer la communauté de l'UEMOA, aussi bien des praticiens, des décideurs politiques, à renforcer leurs capacités, à leur apporter un appui technique lorsqu'il le faut. Et donc, en gros, si vous avez besoin d'un tel appui, peu importe dans quel domaine, vous pouvez nous écrire, vous pouvez aller sur notre site, il y a un formulaire à remplir et certainement, vous allez avoir un retour. Ça peut être un ministère, ça peut être un chercheur, ça peut être une université, peu importe. Et si jamais l'appui technique dont vous avez besoin n'est pas disponible au niveau de Voici, Voici peut vous référer à d'autres programmes de 3 yeux qui sont en Inde, qui sont aux États-Unis, qui sont en Angleterre ou à d'autres partenaires techniques qui ont la compétence nécessaire. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Ça, c'était un clin d'œil. Je reviens à notre présentation. Alors, la mise en situation, je l'ai dit, c'est une histoire imaginaire. Nous sommes dans un petit pays que j'appelle ici Newland. C'est vraiment un pays imaginaire. Toute ressemblance n'est que pure coïncidence.
Dans ce pays, les effets des changements climatiques se font de plus en plus sentir et cela impacte sévèrement les pratiques agricoles et la sécurité alimentaire. Nous sommes passés, par exemple, de la photo qui est à gauche où tout est vert aux deux autres photos où la deuxième, on voit un cas de sécheresse extrême, la troisième, un cas d'inondation. Donc, les conditions de vie et de production agricole sont en train de se dégrader. Et pour répondre à ce défi pressant, le gouvernement de Newland, avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers, a décidé de lancer un projet très ambitieux qui vise à améliorer la disponibilité de l'information climatique pour les producteurs. Très bonne initiative jusque-là. Mais cependant, lorsqu'ils ont commencé à faire des réunions pour concevoir le projet, il est apparu un problème majeur. C'est que les parties prenantes, les décideurs et autres, ils n'ont aucune information sur les préférences des populations cibles. Quel type d'informations est-ce qu'il faut leur apporter? Faut-il envoyer des prévisions météorologiques, des conseils agricoles, des alertes de catastrophes naturelles? Quel serait le canal idéal pour communiquer ces informations-là? SMS, application mobile, radio locale ou un crieur public? On ne sait pas. Quelle serait la bonne fréquence de communication? Quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou par saison? Là également, aucune information. Quel coût raisonnable peut-on demander aux participants, aux bénéficiaires, je veux dire, par rapport à un tel service? Certains parlent de 100 francs CFA par mois, d'autres de 150, d'autres de 200. Et donc, comme il faut le voir, il y a beaucoup de questions, mais très peu de réponses. Et dans ce contexte, une jeune analyste de données dynamiques du ministère de l'Agriculture, que j'appelle ici Amina, propose d'utiliser la méthodologie des expérimentations de choix discrets pour élucider d'abord les préférences des populations avant de concevoir ce projet-là, pour justement donner plus de chance au projet. Mais malheureusement, M. Albert, qui est le ministre de l'Agriculture, a rejeté la proposition de Amina parce qu'il ne connaît pas cette méthodologie. Et il croit que ce n'est pas pertinent, ce n'est pas utile de faire une telle étude avant de concevoir un projet, même si on veut de l'efficacité. Dans le même temps, certains représentants des parties prenantes, notamment les partenaires techniques, pensent que Amina a raison et qu'une étude DTI, j'utilise ici l'acronyme anglophone qui est Discrete Choice Experiment, donc une étude de ce genre préalable serait vraiment indispensable pour prendre en compte les besoins des populations et donc de prendre de bonnes décisions. Il y a donc deux camps qui s'affrontent sur utiliser ou non cette méthodologie. Et donc, nous allons essayer de voir ici qui a raison, savoir si Amina a raison de proposer une telle méthodologie. Ce sera vraiment, en gros, ce à quoi nous allons répondre à la fin de ce séminaire. On va directement commencer par répondre à la question, pourquoi élucider les préférences de la population cible? Ben, parce que ça permet, je l'ai dit ça et là, d'avoir une compréhension précise des besoins et des préférences. Parce que comme vous le savez, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un comme sa volonté. Tu veux aider quelqu'un, d'accord, il faut savoir de quoi la personne a besoin. Alors, on a besoin de recueillir des données pour justement savoir quelles sont les priorités de la personne ou de la population qu'on veut aider. Une étude d'ici sert à clarifier cet aspect. Pourquoi élucider les préférences de la population cible? Justement parce que ça permet d'optimiser les ressources financières, les ressources humaines, les ressources matérielles. Parfois, dans un projet, on n'a pas assez de ressources et il faut investir de façon efficace et ciblée. Donc, pas dans quelque chose qui ne serait pas pertinent. Pourquoi élucider les préférences de la population cible? Parce que ça permet de réduire les risques d'échec du projet. Parce que une fois qu'on a bien compris ce dont la population a besoin, on peut donc lui apporter une réponse à la hauteur de ses besoins et donc réduire les risques d'échec du projet. Pourquoi élucider les préférences de la population cible? Parce que ça permet de faire une conception de solutions personnalisées. Parce que la méthode permet également d'analyser les hétérogénéités, de voir quelle portion de la population a besoin de quoi et comment. Donc, au lieu d'avoir un projet qui cible tout le monde de façon globale, on peut aller chercher des hétérogénéités et cibler spécifiquement des gens et leur apporter exactement ce dont ils ont besoin. Pourquoi élucider les préférences de la population cible? Ça permet donc d'avoir plus d'adhésion, plus d'engagement et d'adoption. C'est naturel. Quand on apporte une solution qui répond à un problème précis, à un besoin de la population, il est tout à fait naturel
que l'adhésion, l'adoption soit subséquente. Donc, avec une telle méthode, on peut vraiment améliorer les chances d'adhésion et d'adoption d'une technologie ou d'une intervention. Pourquoi élucider les préférences de la population cible? Enfin, ça permet de faire une meilleure communication et de plaidoyer. Et donc, avec les résultats d'une étude de Discrete Choice Experiment, euh, on peut avoir des informations suffisamment pertinentes pour faire de plaidoyer auprès des partenaires, par exemple, financiers, pour aller chercher du financement, mobiliser plus d'argent pour faire telle ou telle chose. Donc, cette étude permet à ceux qui l'ont fait, par exemple, de dire, si nous faisons X, Y, Z, on peut avoir T, U, A. Donc, ça permet exactement donc, de pouvoir convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus d'investir dans telle ou telle chose. Voilà quelques éléments clés donc, qui nous montrent l'importance de faire une telle étude, notamment quand on veut concevoir un projet. Ici, il s'agit des statistiques de l'utilisation de ces méthodes au cours des 10 dernières années. J'ai fait cette recherche-là au 31 mai 2024, donc je crois la semaine passée, si je me trompe. Et c'est une recherche que j'ai effectuée dans les bases de données Web of Science et Google Scholar. J'ai utilisé les mots-clés comme Discrete Choice Experiment, Stated Choice Experiment, c'est aussi une autre appellation, ou les traductions françaises de ces expressions-là. J'ai, comme vous pouvez le voir, le graphique à gauche, que j'appelle ici le monde, donc le monde entier. Chaque année, il y a plusieurs centaines d'études qui utilisent cette méthode et le nombre va en grandissant. On peut voir par exemple en 2023, il y a près de 1400 études qui ont utilisé cette méthode. En 2024, alors qu'on est seulement au 31 mai, on a déjà près de 500 études qui ont utilisé cette méthode-là. Mais lorsque je fais la même chose en ciblant uniquement les pays de l'Afrique francophone, ça c'est le graphique à ma droite en bleu, il n'y a jamais eu 10 études par année. Il n'y a jamais eu le plus nombreux, c'était en 2021, avec environ 9 études. Alors, ça nous montre quoi? Ça nous montre que la méthodologie est bien connue et très utilisée dans le monde, mais apparemment très peu connue et très peu utilisée dans l'Afrique francophone. Pourquoi? Euh, Peut-être par manque d'expertise ou de connaissances de méthodologie. Et donc, ce séminaire, ça vise donc à augmenter l'information sur cette méthodologie et donc à inciter les gens soit à aller approfondir, soit à solliciter une formation, mais peut-être à en faire usage dans les prochains projets ou situations auxquelles vous ferez face. Comment est-ce qu'on peut concevoir et mettre en œuvre une étude de Discrete Choice Experiment, donc expérience à choix discret? Je commence d'abord par redéfinir proprement ce que ça veut dire. Il s'agit d'une méthode de recherche quantitative, donc qui est utilisée pour comprendre les préférences en demandant aux individus de choisir entre plusieurs alternatives qui sont caractérisées donc par des attributs qu'on manipule euh, d'une situation de choix à une autre. Donc, cette méthode fait partie du groupe des méthodes expérimentales et c'est basé sur la théorie des préférences déclarées par rapport aux préférences, par opposition aux préférences révélées. Et brièvement, les préférences révélées, par exemple, si nous faisons une enquête, disons d'évaluation d'impact, et que nous nous rendons compte dans la base que les, disons, un ménage ou bien une proportion de ménages H adopter une technologie, disons B, alors qu'il existe A, B, C et D, on en déduit qu'il préfère B, puisqu'il a utilisé B. Donc, son comportement nous fait dire qu'il aime B. Donc, on dit que c'est une préférence révélée. À l'opposé de ça, la méthode d'ici, c'est une préférence déclarée. La technologie n'existe pas, la politique n'existe pas, le produit n'existe pas, le service n'existe pas, mais on est en train de vouloir comprendre si ça existait, si ça arrivait, comment est-ce que ce serait adopté, préféré? Sous quelle forme on doit l'amener pour augmenter les chances de succès? Donc, c'est pour vous montrer un peu la différence avec les autres méthodes que nous utilisons souvent. Et c'est une méthode qui est utilisée dans plusieurs domaines, en économie, en éducation, environnement, santé, marketing, transport, etc. Peu importe ce que vous voulez élucider, peu importe l'intervention, l'initiative, la politique, il est très facile de faire une telle étude pour anticiper, pour avoir des informations solides et donc affiner les chances du projet donc de réussir. Il en existe globalement deux.
Il y a ce qui est appelé labellisé et ce qui est appelé non labellisé. Ça, c'est ce qui est appelé labellisé. Brièvement, c'est quoi? C'est les différentes alternatives sont des labels. C'est soit un produit, soit une image que lorsqu'on montre à l'interlocuteur, il est capable de comprendre la différence entre deux images ou entre deux noms si on les évoque. Là, on parle de design labellisé. Donc, ça peut, ici, par exemple, en bas, c'était une étude en Afrique. C'était des tomates bio versus tomates traditionnelles avec les engrais chimiques. Donc, je crois que sur la photo, on peut déjà voir qu'il y a à gauche quelque chose qui est en train de pourrir, au milieu quelque chose qui n'est pas mûr, et de l'autre côté quelque chose qui est bio, qui semble être encore en bonne forme. Donc, rien qu'à la vue des photos, l'interlocuteur est capable de capter la différence et donc de pouvoir prendre une décision s'il préfère A, B ou C. C'est pareil pour l'autre étude en haut, ou qui est basée sur des ketchup. Ça, c'est un design labellisé. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives à montrer. Il faut juste montrer des photos ou évoquer des noms. Et puis, la décision, l'interlocuteur donne sa décision. À l'opposé, on a ici un design non labellisé. Ça, c'est des cas où le produit, le service, la politique, peu importe ce que c'est, n'est pas tangible. Ce n'est pas quelque chose dont on peut évoquer le nom et faire comprendre de quoi il est question. Dans ce cas, on utilise donc, on liste les attributs pour permettre justement de caractériser le produit. Ici, par exemple, il s'agit des pratiques agro-environnementales. L'auteur ici propose deux pratiques, pratique 1, pratique 2, et puis un cas où tu ne prends aucun des deux. Donc, il décrit l'effet de ces pratiques-là, les attributs, par exemple, réduction de phosphore, réduction de coliformes, le coût, les tâches, etc. Donc, par rapport à ces informations et les niveaux qu'on montre au producteur ou à l'interlocuteur, peu importe, si c'est une étude, par exemple, sur la santé, si c'est une mère, etc., il est capable de dire, si moi j'ai une telle situation, je préfère un, je préfère deux, je préfère rien. Ça, c'est un design non labellisé. Alors, les expérimentations à choix discret sont basées globalement sur des théories. La théorie de Lancaster qui concerne la demande des consommateurs. En fait, globalement, ça dit que l'utilité qu'un individu retire d'un bien est égale à la somme des utilités des attributs individuels du bien. Si je prends ce bic, l'utilité que un utilisateur retire dépend des caractéristiques, donc de la somme des utilités des caractéristiques du bic. Donc, ça peut être la longueur, ça peut être la couleur, ça peut être l'épaisseur de la mine, ça peut être la grosseur, etc. Deuxième théorie importante, c'est la théorie de l'utilité aléatoire, le random utility theory de McFadden. En gros, ça nous dit que lorsqu'un décideur N donc, prend une alternative, l'utilité qui tire de l'alternative J, alors qu'il y a J1, J2, J3, etc., dans une situation de choix T, alors qu'il y a T1, T2, T3, etc., est donnée par cette formule-là. Très important. En gros, donc, U, N, J, T, l'utilité de N dans l'alternative J et à la situation de choix T, est égal donc à VNJT plus le terme d'erreur. Le VNJT, c'est la partie que vous, en tant que chercheur, vous allez caractériser et manipuler. C'est là où vous allez mettre vos attributs, les différents attributs que vous pensez pouvoir décrire une alternative qui sont pertinents pour savoir qu'est-ce que l'interlocuteur préfère ou ne préfère pas. Et il y a le thème d'erreur qui est considéré comme aléatoire. Et donc, si on présente plusieurs alternatives à une personne, la personne choisit, disons, une alternative J, alors qu'il y a I, ça veut dire que l'utilité de l'alternative J est supérieure à l'utilité de l'alternative I. C'est clair. Et donc, c'est sur cette base que les analyses sont effectuées pour tirer euh, des conclusions. Quand on veut faire une étude d'ici, il y a globalement, je dirais, 6 à 7 étapes. La première, c'est de définir la question de recherche, une étape commune à toute recherche sérieuse. Donc, du coup, il faut d'abord définir la question de recherche. Une fois qu'elle est décrite et que c'est clair pour tout le monde, il faut maintenant choisir quel type d'étude d'ici on veut faire, labelliser ou non. Labelliser si c'est un produit, un service qu'on peut facilement évoquer et que l'interlocuteur peut comprendre. À défaut, il faudra donc lister les alternatives pour permettre de caractériser la situation qu'on veut présenter donc, à l'interlocuteur.
En plus, après avoir choisi entre labellisé et non labellisé, il faut maintenant choisir les attributs et leur niveau. Très important. Très important parce que, certainement, je vais y revenir. Si par exemple, je prends ma situation mon cas de mise en situation, le type d'information climatique, ça, c'est un attribut. Et ces niveaux seraient donc prévision météorologique, conseil agricole, alerte, catastrophe, etc. Le canal de communication, c'est un attribut, une caractéristique, si je peux le dire ainsi. Et entre les différents niveaux, c'est quoi? SMS, application mobile, radio locale, crieur public. La fréquence de communication, ça c'est un attribut quotidienne, hebdomadaire, mensuel. Le coût, 100 francs, 150, 200, ça c'est des attributs et leur niveau. Et ça, il faut vraiment s'assurer que ça reflète la réalité. C'est là où tout se joue. Pour avoir des résultats, je dirais, sérieux, il faut vraiment jouer là. Je vais y revenir dans les défis. Lorsqu'on a choisi les attributs et leur niveau, il faut maintenant concevoir le design. Le design, c'est choisir d'abord le nombre d'ensemble de choix. Est-ce qu'il faut présenter 6 situations, 8, 10, 12? Combien est idéal? Quelles sont les combinaisons d'attributs et de niveaux qu'il faut faire pour maximiser l'information? Parce qu'en réalité, si par exemple je prends le cas dont je viens de parler, il y a 4 attributs et plusieurs niveaux. Si on devait faire ce qui est appelé le full factory, c'est-à-dire donner, faire toutes les combinaisons possibles de ces niveaux-là, on va se retrouver avec plusieurs centaines de cas. Et on ne peut pas aller vers quelqu'un et lui présenter plusieurs centaines de situations pour choisir. Et donc, il va falloir éliminer des situations, choisir certaines situations tout en maximisant euh, les résultats possibles. Et ça, il y a des logiciels pour le faire. Il y a différents algorithmes de design qui permettent de maximiser l'information qu'on veut retirer. Il y a un logiciel approprié qui est Engine. Je sais que c'est payant, mais Stata le fait aussi. R le fait. Même SPSS le fait jusqu'à un certain niveau. Donc, quand on a fini de concevoir les ensembles de choix, il faut maintenant choisir l'outil de collecte de données. Est-ce qu'on veut y aller sur papier, faire des tableaux sur un papier qu'on va montrer aux répondants pour qu'ils choisissent? Est-ce qu'on y va avec les tablettes? Si oui, comment on dispose les alternatives et les attributs de sorte à ce que la personne puisse avoir toutes les informations nécessaires pour dire je prends A, je prends B, je prends C. Ça, c'est important. Et lorsqu'on a fini de faire ça, qu'on a collecté les données, il faut maintenant les compiler sous la bonne forme. La bonne forme, en général, c'est une forme panel. Si vous regardez sur le dernier tableau avec des chiffres, vous allez voir ID. ID, c'est l'identifiant du répondant. Donc, le répondant 1 est répété autant de fois qu'il y a de, de situations de choix et d'alternatives. Donc, c'est comme si c'est un panel, c'est comme si on l'a observé dans différentes situations et ça s'empile comme des données de panel. C'est sous cette forme qu'on peut faire une analyse relativement facile à la dernière étape, estimer les coefficients, les consentements à payer, soit avec un modèle euh, logique multinomial ou avec un logique conditionnel. Donc, en gros, c'est ça les étapes à suivre quand on veut faire une étude d'ici. Je n'irai pas dans les détails. Comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment un séminaire conçu pour être technique. Sinon, on devrait prendre chaque étape, aller dans les détails, faire des exemples et pratiquer, etc. Je vais vous présenter ici une étude de cas. Donc, c'est quelqu'un qui a utilisé cette méthodologie déjà, euh, qui a publié les résultats. Donc, c'est une étude réalisée au Ghana. Ça concerne des investissements dans les énergies renouvelables. Donc, il s'agissait de comment amener les ménages à investir leur épargne dans un projet ou dans des projets d'énergie renouvelable. C'était globalement ça. Donc, c'est pas la situation, c'est que l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne est insuffisant, ça on le sait, et la région est confrontée donc à des défis pour atteindre un accès universel d'ici 2030. Et il est important donc de mobiliser plus de financement pour pouvoir réaliser des projets concernant les énergies renouvelables. Et donc, pour savoir quel type de projet peut susciter l'intérêt de la population, notamment les ménages, par exemple, à investir dans ce genre d'énergie renouvelable,
Une étude a été conduite par son auteur Mandé en 2021. Il avait globalement deux questions de recherche. La première, c'est de savoir les préférences des ménages pour les investissements dans les énergies renouvelables. Et deux, de comprendre quelles sont les caractéristiques socio-démographiques donc, qui influencent la probabilité d'un ménage à investir dans tel ou tel projet. Comprenez bien, le projet n'existe pas. Le projet n'existe pas. Personne n'a vraiment une idée de à quoi ça ressemble. Et donc, ce n'est pas un cas où on peut collecter des données et prendre un modèle logique pour trouver des caractéristiques, trouver des préférences. Non, c'est pas ça. Les différents types d'investissements possibles n'existent pas. Le projet n'est pas là. C'est d'abord à la forme, à l'étape de conception, de pensée, mais on veut anticiper, savoir vraiment sur quoi mettre l'accent. Ils ont choisi, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 attributs. 6 attributs. Premier attribut donc, d'un projet, c'est le taux de rendement. Et dans le taux de rendement, ils ont choisi 5 niveaux. Je parle de la première ligne du tableau. Il y a 5%, 8%, 11%, 14% et 17%. Deuxième attribut, c'est le track record. C'est, disons, l'expérience de, de celui qui apporte le projet. Son expérience dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de gestion de projet et d'investissement. Et ils ont choisi 3 niveaux. Aucune expérience, quelques expériences ou beaucoup d'expériences. Il y a troisième attribut, la viabilité du projet. Là, je crois qu'ils ont 4 niveaux, faible, modéré, élevé et très élevé. Le prix de l'investissement, ça c'est le prix pour acheter une action. Donc, dans ce projet, le minimum qu'il faudra exiger, ils ont choisi 3 niveaux, 350 Ghana Cedi, 500 Ghana Cedi, 650 Ghana Cedi. Cinquième attribut, c'est le temps pendant lequel chaque investisseur doit détenir son investissement, donc son bon, avant de commencer à avoir les ressources. Il y a 9 mois, 18 mois, 27 mois, 36 mois. Dernier attribut, c'est l'origine du promoteur. Est-ce qu'il est ghanéen ou il est un investisseur étranger? Ça, donc, ça, c'est les 2 niveaux donc, de chaque attribut. Donc, c'est ainsi qu'ils ont conçu leur étude après avoir fouillé dans la littérature pour voir qu'est-ce qui est pertinent pour un projet d'investissement, qu'est-ce qui est pertinent à considérer dans un projet d'investissement de ce genre et dans ce contexte. Ça, c'est tel qu'ils ont conçu, tel qu'il a conçu son étude. Il a réalisé l'enquête. D'abord, quand il a fini de concevoir, ça, c'est un exemple typique de tableau qu'il a présenté à ses répondants. Vous pouvez voir à gauche, il y a les caractéristiques, donc les attributs, et il leur propose, vous voyez là, il a choisi seulement 4 alternatives. Option A, c'est investissement dans le projet. Option B, un autre type d'investissement toujours dans le projet. Option C, aller investir dans le trésor, donc acheter un bon du trésor à 12% pour 91 jours. Option D, la personne n'est intéressée à aucun investissement. Donc, quand il présente ça, par exemple, si je prends l'option A, le, le porteur du projet n'a aucune expérience. Dans l'option A, a quelques expériences. Dans l'option B, il n'a aucune expérience. Si je prends l'origine du développeur, option A, c'est un investisseur international. Option B, c'est un Ghanéen. Si je prends le coût minimal qu'il faut investir pour être actionnaire, option A, c'est 500 Ghana Cedi. Option B, 350 Ghana Cedi. Si je prends le retour sur investissement qu'il faut attendre, option A, 5%, option B, 8%. Si je prends la viabilité, option A, très élevée, option B, très faible. Et enfin, le temps pendant lequel il faut détenir le bon, c'est la même chose, 36 mois dans les 2 cas. Donc, quand il présente, ça, ce n'est qu'un cas. Il en a fait, je crois, oui, si je ne me trompe. Donc, quand il présente une situation comme ça à quelqu'un, la personne doit dire s'il préfère A, B, C ou D, ou il ne préfère rien. Donc, c'est ça. Et cette situation est répétée en changeant les différents niveaux. Là où il y avait, par exemple, somme dans la première ligne, ça peut devenir none. Les prix peuvent varier, les niveaux peuvent varier, mais ce n'est pas fait au hasard. C'est à travers la conception dans l'algorithme approprié que les différentes combinaisons pertinentes sont effectuées pour maximiser l'information qu'on peut en tirer. Alors, quand il a collecté les données et il a analysé, quels sont les principaux résultats? Un, il conclut que l'antécédent du promoteur, c'est l'attribut le plus apprécié. C'est l'attribut qui augmente le plus la volonté marginale d'investir dans
C'est un projet de ce genre. Donc, si le promoteur a, disons, plus le promoteur a d'expérience dans des projets du genre, plus les investisseurs seraient susceptibles euh, d'investir dans ce projet. Deuxième alternative plus pertinente, c'est la viabilité du projet. Donc, plus le projet est viable selon les caractéristiques qui sont utilisées, plus la décision d'investir serait élevée. Troisième résultat, les jeunes qui ont entre 18 et 34 ans sont plus susceptibles donc d'investir dans ce projet que les autres. Autrement dit, si ce projet est conçu, ce n'est pas la peine d'aller, en tout cas, d'investir trop de temps, trop d'énergie à aller convaincre des gens qui sont hors de cette tranche-là. Ce serait globalement une perte de temps. Quatrième résultat, l'énergie solaire photovoltaïque plus préférée que l'énergie éolienne. Ça, je ne l'ai pas mentionné. En fait, ils ont également cherché à comprendre énergie renouvelable, oui, mais serais-tu plus intéressé à investir dans des énergies solaires photovoltaïques ou dans l'énergie éolienne? Et il est clair que si c'est solaire, les gens sont plus emballés que lorsqu'il s'agit d'énergie éolienne. Et enfin, très important, c'est que les investisseurs accordent plus de valeur aux caractéristiques qui garantissent le rendement qu'au rendement lui-même. Cela veut dire que même si un produit, une option, un projet offre un rendement de 8%, 10% versus un autre qui offre un rendement de 5%, mais qui est plus sûr, qui est garanti, contrairement à 8%, 10% qui est aléatoire, les investisseurs iraient vers ce qui est peu, mais garanti. Donc, quelques résultats clés donc, de cette étude que l'auteur a révélé. Ça, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. On peut faire la même chose dans n'importe quel domaine, l'éducation, la santé, les femmes enceintes, je ne sais pas. Peu importe, il suffit juste de bien concevoir le projet et après, on peut savoir sur quoi on peut mettre l'accent. De bien concevoir l'étude et on peut savoir sur quoi mettre l'accent pour réaliser un projet efficace. Je vais aller avec les défis et considérations éthiques qu'il faudra, disons, prendre en compte lorsqu'on veut faire une telle étude. Le premier va concerner les choix des attributs et leur niveau. Franchement, c'est vraiment important. Il faut que les attributs soient pertinents. Il faut que ce soit pertinent pour les participants et que ça influence réellement leurs décisions. Ce n'est pas qu'on choisit au hasard. Ça doit être quelque chose qui leur parle, qui reflète le milieu, qui reflète le contexte. Le contexte. Et ça, on le trouve soit en se basant sur la théorie, ça dépend du cas, soit c'est une étude préalable qui existe, soit c'est une revue de littérature. Mais il faut vraiment s'assurer que les attributs qu'on utilise pour caractériser la situation, caractériser le projet, l'intervention sont vraiment pertinents. Deuxième élément, il faut que les attributs soient compréhensibles. Il ne faut pas utiliser des termes confus. Ça doit être libellé de façon claire et compréhensible. Il faut éviter les termes techniques complexes qui vont prêter à confusion, sinon vous n'allez pas avoir de bons résultats. Il faut limiter le nombre d'attributs. Parce que quand il y en a trop, ça apporte, disons, une sorte de surcharge cognitive. La personne doit tellement réfléchir pour savoir qu'est-ce qui est bon. En général, on se limite à 5, 7, pas plus. Même c'est déjà trop, des fois même 4, dépendamment de la complexité de ce que tu veux leur demander. Il faut vraiment limiter le nombre d'attributs qu'on veut mettre dans le projet. Il faut également que les attributs soient réalistes. Réaliste, c'est ça. Donc, ça reflète, certes, le projet n'est pas encore là, l'intervention n'est pas encore là, le service n'est pas encore là, mais il ne faut pas prendre quelque chose qui, même si le projet était là, n'allait jamais se réaliser. Par exemple, si tu évoques un prix, je ne sais pas, tu parles d'un produit, disons, euh, les images de tomates que j'avais montrées, tu parles de tomates et tu dis que c'est pas moi, 100 000, un panier de tomates à 100 000, ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire à personne, ça ne veut rien dire. Il faut vraiment que ce soit proche de la réalité, que ce soit réaliste, tout simplement. Il faut également jouer sur la variance des attributs. La variance, c'est-à-dire que si par exemple je prends les prix, si la différence est trop faible, vous n'allez pas capter l'information. Donc, on ne va pas. Supposons que tu fais un prix de 100 francs CFA, et 105 francs CFA, 110 francs, c'est trop rapproché et trop fin. Et donc, si tu fais un bon design, normalement, l'algorithme peut te révéler les écarts nécessaires pour que tu aies une information assimilée. Défi toujours, deuxième niveau, il faut
Ça concerne la conception de l'expérience. Il faut s'assurer de la validité externe de ce que tu fais. Donc, ce n'est pas juste une étude dans un petit village et ça s'arrête là. Mais comment est-ce que ce que je fais dans ce contexte peut être généralisé hors de ce contexte? Ça, il faut s'en assurer. C'est très important. Il faut éviter également les biais de sélection. Donc, éviter de choisir des participants qui ne reflètent pas la population globale que vous voulez cibler avec votre projet. Ça également, il faut l'éviter. Troisième défi, ça concerne la collecte des données. Il faut éviter les biais de réponse. C'est quoi les biais de réponse? C'est que les participants ont compris que c'est une expérimentation et qu'ils sont observés. Il faut s'assurer que la réponse n'est pas donnée pour te faire plaisir, n'est pas donnée basée sur ce que tu attends, ce que tu veux entendre. Donc, il faut s'assurer, il y a des manières de procéder pour s'assurer qu'il n'y a pas de biais de réponse. Il faut également s'attendre à des données manquantes parce que si tu présentes 8 choix et que la personne ne répond qu'à 5 et les 6, ça c'est et les 3, pardon, c'est des données manquantes qui vont poser problème. Il faut également s'attendre à ça et savoir prévoir des manières appropriées pour pouvoir gérer ces cas-là. Mais le nombre d'alternatives, j'en ai parlé, compte tenu de la complexité, il faut vraiment réduire. Il faut vraiment déjà réduire le nombre d'attributs. Attributs, c'est les caractéristiques, mais l'alternative, c'est les différentes options que tu offres. On a vu tantôt dans l'étude qu'il y avait 4 options, dont 2 du projet, une option qui est déjà là, qui est l'investissement dans les bons du trésor, et une dernière option, c'est que tu ne veux rien, tu ne veux pas investir. Donc, disons qu'il présente 4 alternatives et 4 alternatives, mais 2 demandent de réflexion et 2 sont déjà là. On n'a pas besoin qu'on y réfléchisse. Donc, il ne faut pas également surcharger les enquêtés avec trop d'alternatives parce que la réponse risque d'être aléatoire, tout simplement. Et ça, il faut l'éviter. Et il y a également euh, le biais de position. Il faut s'assurer que les alternatives proposées sont suffisamment diversifiées donc pour capturer les préférences et les compromis. Ça, en général, quand on utilise un bon algorithme, on n'a pas à s'en soucier parce qu'il y a des statistiques de qualité du design qui permettent de savoir si l'ensemble de choix qu'on a retenu et qu'on veut présenter aux interlocuteurs est la meilleure combinaison possible. Ça comme ça. Et justement, pour le faire, au point 5, on parle d'efficience statistique. Il y a les designs, notamment les dits optimaux, c'est le nom qui est utilisé dans le domaine, dits optimal. Ça. Donc, ça permet, au lieu de faire du full factory, de faire des designs orthogonaux où l'information est maximisée sur peu de choix. On n'a pas besoin d'utiliser toutes les combinaisons possibles. On peut se limiter à 6 et avoir toutes les informations qu'on aurait pu avoir lorsqu'on allait faire, lorsqu'on allait utiliser les combinaisons possibles. En termes de considération éthique, il faut bel et bien recevoir le consentement éclairé des participants, qu'ils comprennent que c'est une expérimentation, ce que ça implique. Ils sont libres de se retirer à tout moment. Ça, c'est important. Il faut assurer l'anonymat. Et dans ce qu'on est en train de faire, ça, c'est maintenant le cas dans presque toutes les études. Il faut également le faire ici. Il faut tenir compte de la non-malfaisance. Le principe, c'est qu'il ne faut pas présenter des attributs qui va faire mal. C'est pas. Si par exemple, c'est une étude qui concerne des femmes enceintes ou tu veux parler, on veut parler d'avortement ou, je sais pas, de perte de bébé, par exemple, il faut s'assurer d'utiliser des termes appropriés pour ne pas demander à quelqu'un de choisir, c'est pas, entre quelque chose, entre le bien et le mal. C'est ça comme ça, quelque chose qui va faire mal à son être, ça, il faut l'éviter. Il faut également utiliser les données de manière éthique et responsable, honnête, sans manipuler euh, les informations et les résultats. Il faut apporter, il faut s'assurer qu'il y ait une équité dans ce qu'on est en train de faire. Il y a des études, on peut décider de compenser les participants pour le temps. Et si c'est le cas, comment et à quelle hauteur et comment le faire de façon équitable pour tout le monde. Ça, c'est une considération éthique. Autre considération pratique lorsqu'on veut faire une étude de discrete test experiment, le pré-test.
comme dans toute étude, il faut tester le questionnaire. C'est hyper important parce que ça permet justement d'avoir des retours qui vont nous permettre de savoir si les attributs sont pertinents, les niveaux sont suffisamment parlants pour les gens. Est-ce que c'est trop demandant en termes de réflexion? Est-ce que les réponses sont aléatoires ou pas? On le sait parce que en utilisant les attributs, on peut déjà prédire l'utilité que chaque répondant doit retirer de telle ou telle alternative. Et donc, du coup, quand on regarde les réponses, il y a une attente. On peut savoir si c'est aléatoire ou si ça fait sens, tout simplement. Donc, il y a, il faut également randomiser l'ordre des choix. Donc, si par exemple, vous avez 6 choix, les 6 choix ne sont pas obligés de venir dans le même ordre chez tout le monde. Et en même temps, si vous aviez 4 alternatives, donc 4 options dans chaque choix, ils ne sont pas obligés d'être toujours A, B, C, D. Ça peut être B, A, D, C et inversé pour éviter les biais de position. Il faut également éviter comment je vais l'appeler, des alternatives dominées ou dominants. Donc, si tu présentes un cas où il est clair qu'une alternative ne sera jamais choisie, parce que quoi qu'il arrive, personne de sensé ne peut faire ce choix-là, ce n'est pas la peine. Tu perds de l'information, il faut le retirer. Donc, ce qui est présenté va forcément obliger l'interlocuteur à faire un compromis, sinon ce n'est pas pertinent. Je vois en gros quelques défis. C'est ça. Alors, on tend vers la fin. Que faut-il retenir? Ce qu'il faut retenir en premier point, c'est que les expérimentations à choix discret, c'est un outil très puissant pour élucider les préférences donc, de la population cible. Euh, c'est utilisé notamment dans le cas des produits qui n'existent pas encore, des services qui ne sont pas encore là, des politiques qu'on veut mettre en place, etc. Je l'ai dit tantôt, c'est utilisé largement dans le monde, très peu utilisé en Afrique francophone, peut-être par faute d'expertise ou d'information. Maintenant, vous avez l'information et vous pouvez approfondir ou solliciter une formation, on avisera. Les études d'ici sont vraiment polyvalentes. On peut l'appliquer dans n'importe quel domaine, vraiment n'importe quel domaine. À l'origine, c'est du marketing pour savoir si tel produit aura du succès, quel sera le consentement à payer. Mais avec le temps, c'est utilisé dans l'environnement, dans les transports, la santé, l'éducation, un peu partout. Donc, peu importe votre domaine, n'hésitez pas à en faire usage. Le principe est le même. Et le succès d'une étude ici dépend en grande partie de sa conception, notamment le choix des attributs, des niveaux, du nombre de situations qu'on veut présenter aux répondants. Très important. Si la conception est bien faite, ça n'a rien, ça peut vous paraître être un jeu de hasard. Ça n'a rien d'un jeu de hasard. C'est bien encadré par une théorie suffisamment solide avec des algorithmes suffisamment entraînés pour faire un bon design. Euh, voilà, je l'ai dit, vers la fin, ça nécessite des considérations éthiques et quelques défis qu'il faudra prendre en compte. Pour ceux qui veulent aller plus loin, ces livres sont très utiles. Le premier pour, disons, le basique, ceux qui veulent commencer doucement. Le second, c'est déjà un peu plus avancé. Et le troisième, c'est carrément la référence dans le domaine. Euh, je crois que vous aurez la présentation, donc vous pouvez taper ces livres-là, les acheter sur Amazon ou bien dans les bibliothèques. Il y a aussi ceux-ci qui peuvent être utiles à ceux qui sont intéressants. Notamment le dernier, le handbook, ça a l'air vraiment très intéressant, je vais le dire comme ça, qui peut aussi aider un débutant. Ce qui est à gauche ici, c'est le Engine, le logiciel qui est totalement dédié à cette méthodologie. Vous pouvez taper dans Google Engine. Actuellement, c'est la version, je ne sais plus, mais Engine, il est conçu pour ça. Il ne fait que ça. Dès que tu lui passes les alternatives et les différents niveaux, et tu dis ce que tu veux faire, il peut te concevoir différents scénarios avec différents niveaux d'efficacité et jusqu'à ce que tu sois capable de prendre donc une décision appropriée. Et ce qui est à droite, c'est le N-Logit. Le N-Logit pour Nested Logit, c'est conçu pour les analyses. Ce qui est à gauche fait la conception donc des différentes situations de choix pour la pertinence. Et ce qui est à droite permet de faire les analyses. On peut le faire dans Stata, tous les deux.
peut faire SATA, on peut faire R, on peut faire SPSS, mais ces logiciels sont totalement dédiés. C'est vous dire jusqu'à quel point c'est une méthode dans laquelle les gens investissent toute leur carrière. Il y en a qui sont experts dans ça. C'est toute leur carrière, ce n'est que dans ça. Et jusqu'à concevoir des logiciels appropriés, c'est dire le sérieux qui encadre cette méthode. Ça, c'est les références, ce que j'ai utilisé dans cette présentation. Et voilà, on est à la fin. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je crois que vous pouvez lever la main et poser votre question ou utiliser le QA. Je ne vois pas de main, je ne vois pas de questions. Je vais supposer que c'est clair. Enfin, comme je l'ai dit au début, euh, oui, une main. Monsieur Soul, allez-y, s'il vous plaît. Je ne vous reçois pas, je ne sais pas si vous parlez. Allô, Monsieur Soul? Si vous parlez, je ne vous reçois pas. Euh, ou bien vous pouvez utiliser le QA pour poser votre question. Il y a l'option questions et réponses en bas en bas de la présentation. Vous pouvez juste poser votre question dedans et puis je peux lire. Et donc, en attendant, je disais aux autres et à tout le monde, donc, vous pouvez nous écrire, aller sur notre site et remplir un formulaire si vous avez besoin de plus d'informations ou d'assistance. Il y a également, à titre personnel, ça, vous avez aussi mon mail ici, à titre personnel. C'est jlocoso à commercial tryimpact.org. Si vous avez des questions à la suite de la présentation, n'hésitez pas également. Monsieur Zoul, je n'ai toujours pas reçu votre question. Ben, c'est pas grave, vous pouvez l'envoyer par mail euh, à tout moment ou aller sur notre site. Oui, je viens de voir qui est. Ah, ok, fine. Merci à vous aussi d'être là. Ça fait plaisir de vous savoir présent. Bon, je vais mettre fin à la présentation. Je crois que c'est aussi en ligne en train d'enregistrer. Vous aurez aussi ça, je crois, sur notre site YouTube et également sur Facebook. Ce sera disponible après la présentation. Merci d'avoir participé. Puis, il y a une présentation, je crois, le vendredi à la même heure qui va concerner, euh, disons, le forest, causal forest. Donc, c'est le machine learning, toujours pour faire l'évaluation d'impact. Je serais ravi de vous revoir encore très nombreux. Merci beaucoup et donc à bientôt.